Alors Alain Soral, à tout seigneur, tout honneur, j'aurais envie, avant de vous interroger, de vous demander, vous, qu'est-ce que vous avez identifié comme événement annonciateur de ce que on appelle désormais le Grand Reset. Quels événements pouvez nous mettre sur la piste de ce qui est en train de se produire? Je peux déjà rappeler qu'en 2011, j'ai sorti un bouquin qui s'appelait Comprendre l'Empire et dont le sous-titre était Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Et on est quand même bien dans cette séquence qui en fait s'appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial avance et ce qu'on peut remarquer, c'est que comme toujours d'ailleurs les phénomènes historiques, ça avance lentement et puis à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le saut qualitatif, quoi, le bond. Et là, il semblerait que à partir d'une situation qui évoluait ou qui pourrissait selon la façon dont on la juge depuis quand même longtemps, enfin au moins depuis la crise des subprimes, depuis 2008, ça pourrissait, ça avançait lentement. On avait des signes comme quoi la crise structurelle, puisque là on va parler surtout d'économie et de finances, s'aggravait. Et on disait bon, ça tient encore, ça tient encore, ça tient encore. Parce que moi je pensais en gros que ça pèterait vers 2012. Il y avait une espèce d'année symbolique qui était 2012, que j'avais sorti mon bouquin en 2011. Et puis ça a traîné. Je me posais même la question à un moment donné, je disais même à Jovanovic, finalement, tous les jours on annonce que ça va péter, puis ça fait quand même depuis 2008 que ça tient. Et puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose là qu'on est en train de vivre, et qui est arrivé évidemment de manière un peu masquée. C'est-à-dire ça s'est appelé la grande crise du Covid. Mais il est évident pour moi que ce qu'il faut comprendre par le Grand Reset, c'est le moment où le nouvel ordre mondial qu'on appelait la mondialisation et qu'on nous présentait au départ comme une mondialisation heureuse, nécessaire, rationnelle, inéluctable au sens attalien, au sens de main qu'on voit bien. Aujourd'hui, on est en train de nous l'imposer de force, non plus par une stratégie de séduction ou de persuasion, mais par une stratégie de peur, de terreur. Ça serait comme ça qu'il faudrait poser l'objet. Alors après, si on veut avoir des dates importantes, si je veux faire une présentation un peu plus historique, rappelez-vous qu'en 1992, je crois, Fukuyama avait sorti un bouquin qui s'appelait La fin de l'histoire et le dernier homme. Et c'était un peu de dire qu'avec l'effondrement de l'URSS, c'est-à-dire l'alternative communiste, le marché, la logique du marché, c'est-à-dire le libéralisme, était devenu une évidence et en fait était devenu la fin des tâtonnements idéologiques et le passage, à l'évidence et au réel. C'était ça l'idée. Et en fait, cette espèce d'éternité qui nous était annoncée, c'est-à-dire qu'à partir de 1992 plutôt, il n'y avait plus le monde était le monde libéral et il n'y en avait plus qu'un, et bien finalement, c'est ce qu'on a appelé une courte éternité, puisque 16 ans après, en 2008, il y a eu cette crise des subprimes qui nous a pété à la gueule. Et là, il faudra qu'on insiste là-dessus, on a nos spécialistes, qui était en fait la preuve que l'économie libérale, qui, faute d'adversaires, était devenue entre-temps dérégulée, déréglementée mondiale, c'est-à-dire le marché s'était étendu et avait fait tomber toutes les barrières qui limitaient sa toute-puissance, et avec cette marche en avant et cette extension, se sont aussi exacerbées ces contradictions internes. Parce qu'en fait, ce que l'effondrement de l'URSS a masqué, c'est que l'URSS est tombé du fait de ses contradictions internes. Le socialisme réel s'est effondré du fait de ses contradictions internes, mais ça n'a pas pourtant aboli les contradictions internes, on va dire, du capitalisme, pour être un peu marxiste. Et en 2008, elles nous ont quand même pété à la gueule. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2008, il y a eu un diagnostic qui a été fait par tout le monde, qui était trop de création de fausses monnaies, trop de finances, danger de la déréglementation, de la dérégulation, etc., etc. Et ce qu'on a vu là, c'est que les puissants, puisqu'on a bien compris que le monde capitaliste et le monde de la finance étaient devenus le dominant politique, ils n'ont plus personne au-dessus d'eux, c'est eux qui décident de la politique, au lieu de corriger le tir en retournant à des pratiques plus raisonnables, je ne vais pas trop déflorer le sujet, on continuait à aggraver les choses. De plus en plus de faux dollars, de plus en plus de dettes irremboursables, de plus en plus de profits financiers virtuels, etc., etc. Comme si, en fait, le fait que ça tient sur le plan de la démonstration, on va dire, mathématique, faisait que le réel allait suivre. À un moment donné, on a eu un monde inversé, c'est-à-dire qu'on est passé des mathématiques au service de l'économie aux mathématiques qui produisent purement et simplement de la magie économique. Et à un moment donné, il s'est passé une deuxième date, c'est 2014, je crois que c'est Madame Lagarde qui a annoncé
dans un espèce de discours un peu kabbaliste à base de reset 777, qu'il faudrait, à l'annoncer la date en 2021, procéder à un grand reset, c'est-à-dire une grande réinitialisation. My last R is reset. We seeing as necessary going forward a reset in the area of monetary policies. Ce qui voulait bien dire que les tenants même du capitalisme financier mondialisé admettaient qu'ils étaient arrivés au bout d'une logique et qu'il faudrait à un moment donné faire une réinitialisation, c'est-à-dire une remise à zéro des compteurs. Alain, est-ce qu'on peut faire coïncider cette crise présente avec ce que le marxisme ou la critique, plus globalement la critique du socialisme, a formulé comme la crise terminale du capitalisme? Est-ce que ce sont deux événements, uniques? Est-ce qu'il s'agit d'un seul événement ou est-ce qu'il s'agit de deux choses différentes? Moi, je me méfie toujours quand on parle de crise terminale. C'est-à-dire qu'en général, l'histoire montre que c'est jamais terminé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, d'abord, l'outil marxiste est très utile pour comprendre ce qui se passe en ce moment, puisque là, je peux faire une remarque importante, c'est que des gens pensent qu'on est en train de passer du capitalisme au communisme en douce. Alors qu'en réalité, quand on lit Marx, on se rend bien compte que Marx annonce bien que les contradictions internes de la logique du capital, ce qu'on appelle la dérive de l'accumulation, amènent à une concentration maximale de capital dans des mains de plus en plus réduites, donc à quelque chose de dictatorial. Où là, je vais faire une deuxième remarque, c'est que beaucoup de gens ont cru, parce que ça les arrange, notamment les libéraux, que 1984 d'Orwell, puisque c'est très présent en ce moment, Le meilleur des mondes, 1984 d'Orwell, beaucoup de gens ont cru que 1984 d'Orwell décrivait et ne décrivait que la société soviétique. Et donc, ils disaient, le communisme soviétique amène au totalitarisme, et donc la liberté, c'est le libéral. Alors qu'en réalité, dans le livre d'Orwell, c'est assez présent, il décrit une dérive totalitaire qui englobe aussi bien le système capitaliste que le système socialiste, qui sont les deux faces d'une même médaille en réalité. Et là où je veux bien poser le débat dès maintenant, c'est que nous n'assistons pas à une révolution en douce communiste. En fait, nous assistons à ce que Marx a décrit, c'est-à-dire la dérive de l'accumulation capitaliste qui, fatalement, arrive à la fin à quelque chose qui est l'inverse du marché libre et non faussé, mais qui est une dictature oligarchique totale, avec en plus une guerre civile généralisée. Il montre bien le tous contre tous, l'aliénation maximale par le fétichisme de la marchandise, etc., etc. Donc là, moi, j'incite les gens à retourner à Marx et à bien comprendre que c'est pas parce que le socialisme est tombé de ses contradictions internes que ça a annulé les contradictions internes du capitalisme, car je le rappelle, dans une logique de logique des ensembles, le communisme, le socialisme n'est qu'un moment en fait du capitalisme. C'est un moment où des gens, en critiquant les contradictions internes du capitalisme, ont essayé de produire une offre alternative, mais en réalité, le communisme, dans sa naissance comme dans sa mort, n'est qu'un moment de la grande épopée du capital. Puisque je rappellerai simplement que s'il y a eu la critique du capital, c'est parce qu'il y a eu le règne du capital. C'est parce que la société bourgeoise a pris le pouvoir sur le monde occidental et des gens ont produit une critique de cette société. Et donc, en fait, le communisme est un chapitre en réalité du capitalisme. C'est un moment critique qui échoue, mais ça ne remet pas en cause les contradictions du capital. C'est là où il faut pas qu'on tombe dans le piège et l'arrogance de ce que j'ai entendu récemment sur Radio Courtoisie. Un autre message ? Je pense depuis un certain temps que nous sommes dans un pays communiste. Certains adoptent un comportement de capot, cordialement. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de commentaires. Et un autre message, cette réinitialisation est en vérité le retour d'une société qui fonctionne sur un mode communiste. C'est le communisme qui revient, comme si Soros, Attali, Marx s'étaient convertis en douce au léninisme. C'est pas comme ça que ça marche. Et deuxièmement, de comprendre que même si l'URSS est tombé, c'est tombé parce que ça méritait de tomber, la dérive de l'accumulation et la dérive du capital a continué. Et là, on est arrivé à un tel niveau de contradiction et de dysfonctionnement que les tenants du capital sont obligés eux-mêmes d'abolir, je dirais totalement, les lois du marché, d'une certaine manière, alors qu'avant, ils les avaient truquées et aménagées. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans le libéralisme concurrentiel à l'ancienne, c'est-à-dire le marché libre et non faussé. On était déjà dans du monopolisme, on était déjà dans des processus comme ça de trust, de développement inégal, toutes ces choses qu'on étudie quand on étudie l'économie marxiste. Et là, on est arrivé à un tel niveau qu'effectivement, les tenants du capital, qui sont aussi les tenants du politique, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas
de contrepoids. Ils ont pris les pleins pouvoirs. Et ben eux-mêmes, leur alternative, c'est soit ils admettent qu'il faut qu'ils rendent leur tablier et que ça veut dire que l'économie passe à nouveau sous contrôle du politique et donc de la morale, pour citer Aristote. C'est-à-dire que l'économie redevienne une branche de la morale, d'une certaine manière, soit ils passent à la dictature totale, ils enlèvent le masque de soi-disant des règles du marché et de leur axiomatisation et de tout cet habillage mathématique pour faire croire que tout ça est scientifique, alors que c'est quand même un rapport de force et une domination, et ils passent en fait à la dictature. Or, c'est ce qu'ils sont en train de faire, à mon avis, mais ils ne peuvent pas dire, voilà, nous, maintenant, c'est la dictature des tenants du marché et on s'assoit sur le libéralisme. En réalité, on s'en fout. Donc, ils sont obligés de passer par des biais, des masques. Et ces masques, on le sait, c'est soit le terrorisme islamique, depuis 2001, soit le réchauffement climatique anthropique, je dis bien anthropique, soit effectivement la pandémie virale, qui sont quand même 3 stratégies de soumission par la terreur et qui se prétendent à chaque fois en dehors de l'économie et n'ayant rien à voir avec l'économie, alors qu'elles sont motivées par une crise économique que je dirais terminale, même si le mot terminal, c'est toujours terminal d'un moment.